Je suis arrivé dans la vallée en 96 et dès qu'on est arrivé, ça s'est un peu imposé. On est arrivé, il y avait déjà une situation environnementale qui était assez dégradée. Il restait juste un petit layon forestier autour du Tsaranour, pas grand-chose. Donc on a bien senti qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, ne serait-ce au départ que pour nous sur les terrains qu'on a occupés. Il fallait absolument reboiser, on n'avait pas d'ombre, on n'avait rien, c'était des terrains nus, euh, dégradés par des générations de surpâturage, de brûlis, de choses comme ça. Donc c'était même pas une option, c'était pas vraiment un choix. Ça faisait partie du deal, quoi. On venait s'installer dans ce coin-là. On savait bien que personne ne le ferait pour nous. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Quelque part, au début, c'était un peu notre fonds de commerce. On s'installe dans un endroit en brousse pour vendre un rêve nature. On était obligé de faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser les gens juste continuer à brûler les forêts et dégrader l'environnement. Donc au départ, c'était un réflexe de survie, je dirais. Il fallait qu'on plante quelque chose pour s'abriter, nous faire de l'ombre, se protéger. Et puis après, c'était assez naturel d'enchaîner là-dessus, hein. Une fois qu'on a eu reboisé un petit peu, planté chez nous, bah, c'était évident il fallait travailler autour. Il fallait absolument faire quelque chose. Donc c'est parti un petit peu de là, quoi, d'un constat de très forte dégradation et c'est devenu un problème de survie. Hein, la raréfaction des sources, le tarissement un peu des puits, tout ça, c'était un peu notre avenir. Hein. On a décidé de faire notre vie dans cette partie du monde. Il fallait absolument la rendre habitable, quoi, et confortable. C'était pas juste une histoire de survie. Il faut aussi un petit peu apprécier la vie, quoi. Ramener la vie là où elle avait un petit peu disparu. Une fois qu'on a pris un petit peu la décision de reboiser, eh ben, j'ai fini par monter une petite association. J'ai eu la chance de connaître un industriel sur Tananarive qui a accepté de s'investir et de financer donc la mise en place de pépinières, des programmes de reboisement assez ambitieux. Alors c'est quand même super bien tombé parce qu'il s'agit de la société Béal, qui est le premier fabricant de cordes techniques, donc tout ce qui est escalade, canyon, spéléo, secours, des choses comme ça, qui ont une très grosse usine qui est implantée sur Tananarive, et donc qui ont souhaité s'investir dans le domaine environnemental sur un site qui les rattachait un petit peu à leur activité. Alors vous voyez derrière nous, on a des falaises, c'est devenu un spot d'escalade mondial. Donc toutes les opérations de reboisement dans la vallée, je dirais à 90%, sont financées par cette société, quoi, par la société Béal. Et vraiment à leur actif, on a de la chance parce qu'on a trouvé un partenaire, il ne fait pas du greenwashing, il n'en a rien à foutre, il communique pratiquement pas sur son opération. C'est vraiment un engagement assez personnel du directeur qui voulait vraiment avoir un impact et faire quelque chose. Pas juste de la pub en disant blablabla, la société a planté tant d'arbres. C'est vraiment un investissement personnel de sa part et de la mienne aussi. Donc on a pu monter l'association. Donc chaque année on recrute des pépiniéristes plus ou moins qualifiés, hein. Il y en a qui commencent à avoir un peu d'expérience. Il n'y a personne qui a fait des études de botanique ou quoi que ce soit. C'est tous des gens donc de la vallée, des résidents. On fait des pépinières, on fait entre 100 et 150 000 sachets par an. Un sachet, c'est des trucs comme ça. Hein, voilà. On fait des plants. On fait des plants et qui sont de plus en plus. Au début, on était obligé de planter nous-mêmes.
C'est-à-dire mes pépiniéristes qui passaient leur temps dans les collines en saison des pluies à planter. Donc, de plus en plus, ça bascule. On travaille beaucoup avec le privé, avec des individus qui veulent reboiser leurs terres pour différentes raisons. Donc c'est eux qui viennent chercher les plants et qui vont planter de leur côté. Alors, quand je dis privé, c'est pas tout à fait privé, puisqu'on est quand même très, très axé un peu sur le monde associatif, qui est assez riche à Madagascar. Donc il y a beaucoup d'associations, des écoles, jusque même le parc national de Landing vient chercher des plants ici. On va même jusqu'à livrer des plants à Ambalavo au cantonnement des eaux et forêts, qui eux ont du mal avec leurs pépinières. Donc nous on s'en sort pas trop mal. On est là depuis longtemps, on fait ça chaque année. Donc il y a des habitudes qui sont prises un peu par toute la population, toute la communauté. Les gens commencent à voir les bénéfices, l'intérêt de mettre en application toutes ces techniques de réhabilitation des sols, de restauration du biotope, de reforestation. Ça fait longtemps qu'on est là. Ça fait donc depuis 1997 qu'on a commencé à planter des arbres. Et franchement, les projets de reboisement ici, pas que de reboisement d'ailleurs, les projets en général, je pense qu'on est obligé de compter en génération. On peut pas dire on fonde un programme sur 3 ans, sur 5 ans, et puis c'est bon, après ils vont se débrouiller. Ça peut pas marcher comme ça. Il faut s'investir sur du moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut passer plusieurs générations avant que ton message ne passe, avant qu'il soit vraiment partie de la société, de leurs coutumes, de leurs habitudes. Il faut au moins 2 ou 3 générations. Il faut que tu prennes les gamins tout petits et que tu les accompagnes jusqu'à un peu plus que l'âge adulte, l'âge de Raymond Rain pratiquement. C'est-à-dire les gens quand ils ont une quarantaine d'années, quand ils commencent à avoir des petits-enfants, des choses comme ça, là tu acquiers un statut dans ta communauté. Et c'est quand on a ces gens-là qui se mettent en place, et il y en a, on les accompagne depuis qu'ils sont tout jeunes, et on les voit maintenant au fil des années, et effectivement le message commence à passer, ils le passent à leurs enfants, ça commence à fonctionner. Et ça fonctionne surtout parce qu'on est résilient, on est là en permanence, chaque année on répète le même message, on travaille beaucoup avec les écoles, mais c'est pas des problèmes que tu peux régler sur une opération commando en quelques années en se disant allez, on va reboiser ça et puis après on passe ailleurs. Ça marche pas comme ça. Il faut être sur le terrain, il faut être présent, il faut accompagner les gens. Il y a des tas de techniques et d'approches à implémenter qui sont franchement pas naturelles pour les Malgaches. Donc faut de la patience. C'est forcément très très long. Wooden Stock, c'est le nom de l'association. Ça vient peut-être du fait que j'étais un petit peu jeune en 69 quand il y a eu Woodstock. Je l'ai un peu raté. Mais j'ai eu les conséquences, les suites de Woodstock. Ça a fait partie de ma culture musicale. Donc j'aimais bien Woodstock. Et quand on a eu les premiers grimpeurs américains qui venaient ici, à chaque fois qu'ils parlaient de la commune, et jamais ils disaient Woodstock. Direct, c'était ouais, on va à Woodstock. Donc ça nous a fait un peu rigoler. Et du coup, l'association, c'est devenu Wood en Stock. Et puis voilà, c'est un petit clin d'œil sur mon passé.
plus compliqué, c'est quand même de faire prendre conscience à la population de la nécessité et de l'intérêt du reboisement. Si les gens n'y trouvent pas un intérêt direct qui va les impacter dans leur vie quotidienne, ton projet il est foutu et ça marchera pas, quoi. Si tu reboises juste pour faire de la décoration ou pour faire le buzz, c'est foutu, quoi. Les gens ils en ont rien à, ils s'en moquent. Donc il faut absolument les sensibiliser, leur expliquer tous les avantages qu'ils vont pouvoir en retirer. Et là, ça dépend un petit peu de ce que tu vas replanter comme espèce, donc les endroits où tu vas agir. Nous, on a trois gros types de reboisement. D'abord, tout ce qui est espèces à croissance rapide. Et là, je me suis concentré sur l'acacia. Je plante pas de pin, je plante pas d'eucalyptus, je refuse de planter du pin ou de l'eucalyptus. Je plante essentiellement des acacias, surtout en zone périphérique des villages. Donc ça, c'est vraiment pour faire leur quitaille. Éventuellement, quand les arbres grandissent, ils font un petit peu de planches, un peu de madriers, des poutres, des choses comme ça. Mais donc, c'est pas des arbres endémiques. C'est pas des arbres qui sont particulièrement esthétiques ou intéressants. C'est pas une plante médicinale ou quoi que ce soit. Mais ils poussent très très vite. Ils font beaucoup de bois et surtout, ils réhabilitent les sols. L'acacia, en général, toute la famille, c'est des légumineux. Donc ils fixent l'azote qui est dans l'air et ils vont transformer cet azote et ils vont le transmettre au sol. Donc au final, la terre au pied d'un acacia s'améliore au fil des années. Après les croissances rapides, on a tout ce qui est espèces fruitières. Où là on essaye quand même de persuader les gens de planter des fruitiers pour différentes raisons. D'abord économique, parce que les fruits ça a une valeur monétaire, hein, ils peuvent en tirer profit. Et surtout diversification et amélioration du bol alimentaire, quoi. Les gens n'ont pas une très grande variété dans leur alimentation, c'est essentiellement du riz. Ils sont un petit peu obsédés avec ça. On commence à planter un peu plus de manioc et un peu plus de maïs, donc pour diversifier un petit peu l'alimentation. Mais voilà, ils n'ont pas une nourriture très très riche. Donc les fruits, c'est un moyen aussi d'apporter un petit peu de supplément essentiellement aux enfants. C'est beaucoup les enfants qui mangent les fruits ici. Les adultes, on ne les voit pas souvent manger des fruits. Voilà, donc ça, chaque année, on essaye de faire à peu près 5000 fruitiers. Et ça, c'est entièrement distribué au sein de la communauté. En fait, c'est même pas distribué, c'est les gens qui viennent ici et ils choisissent leurs arbres et ils repartent avec. Ah, il y en a, ils ont marché 5-6 heures, hein, ils viennent de l'autre bout de la commune, là, même des communes voisines. Ils savent qu'il y a des pépinières qui sont ouvertes, ils peuvent venir chercher des arbres. Chaque année, les gens débarquent un peu de partout de la colline, ils arrivent de tous les côtés, de la vallée, d'ailleurs. Ils repartent avec leur petite garabe sur la tête, avec 5 plants, 10 plants. C'est des fruitiers, ils vont planter ça chez eux, ils vont s'en occuper. Après, il y a tout ce qui est espèces, je mélange un peu là, tout ce qui est forestier et ornemental. Donc on essaye de faire beaucoup d'espèces endémiques. On essaye de se fournir en graines, en drageons, en boutures, ici localement, donc dans la vallée. Et là, on essaye de reboiser les secteurs forestiers. Donc là, c'est un petit peu moins motivant pour les locaux parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt immédiat. Hein, ils n'ont pas encore 100% compris les intérêts qu'ils avaient à développer un patrimoine naturel et l'intérêt que ça représentait pour le tourisme. Ça commence à venir, hein. Les gens commencent à le réaliser. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus impliqués, les associations de guides, l'association qui est en charge de la gestion de la réserve. Les gens se sont mis à planter beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait que ça nous libère beaucoup de temps.
on a beaucoup de main-d'œuvre maintenant qui est disponible pour se lancer sur d'autres projets, puisque cette année, on a dû faire à peu près, là je suis en train de faire les comptes, on a dû faire à peu près 100 000 plants, c'était pas une très grosse année. On en a finalement nous-mêmes planté, je sais pas, peut-être 15 000, pas plus. Tout le reste a été distribué. Donc les gens viennent, ils viennent avec des voitures, ils viennent en charrette, ils viennent à pied avec des paniers, des choses comme ça. Les gens viennent et ils plantent. Si j'ai un conseil à donner, il y a des tas de gens qui viennent nous voir, qui voient ce qu'on fait, ils disent ah c'est bien et tout, ah, on voudrait faire pareil. Bah, il faut commencer, il faut le faire. Même si tu commences avec des pots de yaourt ou des briques de jus de fruits ou des vieilles bouteilles recoupées, que tu as 10 plants sur ta terrasse, c'est pas grave. Il faut que tu attaques. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est pas. Voilà, c'est vraiment l'affaire de tout le monde, de toute la population, et tous les gens qui veulent faire du reboisement peuvent en faire. On n'a pas besoin de grandes installations, on n'a pas besoin de faire 100 000 plants ou 1 million de plants par an. Si chaque individu, chaque citoyen plantait une dizaine d'arbres, quelques dizaines d'arbres, c'est bon, le problème il est réglé. Hein, on n'a plus de soucis environnemental. Donc, démarrez. Quel que soit le niveau, quelle que soit la quantité que vous puissiez faire, même si vous avez juste un petit balcon, ben vous faites 10 plants, eh ben c'est 10 plants de plus. Quoi. Et vous trouverez preneur, vous trouverez quelqu'un qui a de la terre pour les planter, c'est sûr. Donc mon conseil, c'est il faut juste démarrer, il faut agir, il ne faut pas chercher à faire du grandiose, il ne faut pas chercher à faire du spectaculaire, il faut en faire, même un peu, mais il faut en faire partout.